Pendant des décennies, le discours public a souvent pointé du doigt la masculinité traditionnelle, genre on l'a présentée vraiment comme la source d'innombrables maux sociaux. Oui, on a longuement diagnostiqué le problème, en disséquant tous les dégâts que certains comportements ont pu causer, quoi. Exactement. Mais la vraie question qui émerge aujourd'hui est radicalement différente. Et si la solution, c'était pas de gommer cette masculinité, ou de l'effacer, ou même de demander aux hommes de s'en excuser constamment? Mais plutôt de la transformer de l'intérieur. Voilà. C'est le grand défi de redéfinir ce que signifie être un homme aujourd'hui, mais même sans tomber dans le rejet de soi. Ce qui est franchement un terrain hyper miné. Dès qu'on aborde l'identité masculine, on se heurte direct à des décennies de débats hyper polarisés. Ah oui, c'est clair. C'est un espace où les mots eux-mêmes sont devenus des armes, tu vois. Et la moindre tentative de nuance est très souvent écrasée par les extrêmes. Pourtant, la nécessité d'une nouvelle grille de lecture n'a jamais aussi criante. Bon, décortiquons ça. Le document qui sert de base à notre analyse aujourd'hui, c'est un extrait d'essai publié en avril 2022. Il a été rédigé par un auteur nommé Jules. Un texte qui s'attaque vraiment de front à ce terrain miné. Absolument. Il introduit un concept qui peut provoquer un peu de scepticisme au premier abord, le masculinisme positif. Rien que le terme masculinisme seul déclenche souvent des réactions épidermiques. Ouais, c'est très associé au mouvement réactionnaire dans l'imaginaire collectif. C'est ça. Du coup, y accoler l'adjectif positif, ça crée une dissonance cognitive assez fascinante. Et je précise bien que notre mission ici, c'est pas du tout de prendre parti ou de valider aveuglément cette thèse. Non, le but c'est vraiment de plonger dans les rouages de cette argumentation pour quiconque s'intéresse aux dynamiques sociales. Exactement. Il s'agit de comprendre les mécanismes de cette espèce de voie du milieu et comment l'auteur tente de réconcilier l'homme avec la modernité. La première étape logique pour analyser ce texte, c'est de regarder comment l'auteur pose ses fondations conceptuelles. Ouais. Il part pas d'une définition militante obscure, en fait. Il s'ancre dans un cadre institutionnel. Il s'appuie sur l'Office québécois de la langue française, l'OQLF. Et comment ils définissent ça, eux? De manière très neutre. Ils disent que le masculinisme, c'est l'ensemble des mouvements sociaux qui concernent la condition masculine. L'ensemble? C'est le mot-clé, non? C'est le mot crucial, ouais. Le texte insiste là-dessus. Le masculinisme est intrinsèquement pluriel. L'auteur fait un parallèle direct avec le féminisme, d'ailleurs. Dans le sens où il y a plein de courants différents. Exactement. Tout comme il existe une multitude de courants féministes qui débattent et s'opposent parfois, le masculinisme contient des factions avec des objectifs totalement divergents. Cette distinction est vitale. Le débat public a toujours cette fâcheuse tendance à amalgamer tous les mouvements sous une seule étiquette monolithique. Ouais, on met tout le monde dans le même sac. C'est ça. Alors pour comprendre la mécanique spécifique de ce masculinisme positif, le texte procède d'abord par opposition. Il se définit en miroir de ce qu'il cherche à détruire. À savoir la masculinité toxique. Voilà. Et la source décrit cette toxicité non pas comme une essence masculine inhérente, mais comme un ensemble de normes de comportement. Des normes qui finissent par avoir un impact destructeur sur la société et sur les hommes eux-mêmes. C'est pas inné, c'est acquis. Exact. Et l'objectif du texte, c'est de construire une masculinité en phase avec la modernité, pour le bien-être social et émotionnel des hommes. D'ailleurs, pour illustrer cette transition un peu douloureuse, j'aime bien utiliser une analogie. Vas-y, je t'écoute. Au lieu de parler d'une simple mise à jour de système d'exploitation, pensons plutôt à la grammaire d'une langue. Ok. Imaginons que pendant des siècles, les hommes aient parlé une certaine langue sociale, avec des règles de grammaire hyper strictes qui récompensaient certains comportements stoïques ou dominateurs. Le fameux « il faut être fort, il faut pas pleurer ». Exactement. Et soudainement, la société change les règles de cette grammaire du jour au lendemain. Ah, chouette. L'homme connaît encore le vocabulaire de base, mais sa syntaxe est devenue complètement obsolète. Du coup, dès qu'il interagit, il fait des fautes, il crée des malentendus, il frustre son entourage et il finit par s'isoler. C'est une super image. Et le masculinisme positif, dans ce cadre, ce serait quoi? Ça ne demande pas d'arrêter de parler. Ça demande d'apprendre la nouvelle grammaire émotionnelle et sociale de notre époque. Ce qui est fascinant ici, c'est l'approche profondément systémique que l'auteur adopte pour analyser cette fameuse grammaire sociale. Il ne s'arrête pas à l'observation de comportements isolés. Et il va plus loin. Ouais, il pousse la logique d'un cran. Il affirme que s'il existe une masculinité toxique, la structure même de notre société engendre forcément en parallèle une féminité toxique. Ah, donc les deux coexistent.
C'est ça. Et il fusionne ces deux réalités sous un concept parapluie, il appelle ça le genrisme toxique. Genrisme toxique, c'est intéressant comme terme. Ouais, dans cette optique, la misogynie et la misandrie, c'est plus perçu comme deux camps ennemis engagés dans une guerre des sexes, c'est analysé comme les deux faces d'une même pièce. Donc une sorte de misanthropie générale. Exactement. Un système global qui enferme chaque individu dans un rôle néfaste. C'est un changement de paradigme assez radical par rapport à la manière dont on traite généralement ces sujets. Totalement. Si on suit cette logique, on ne peut pas traiter la masculinité toxique sans s'attaquer au système tout entier. L'approche individualiste qui pointe du doigt un seul individu devient un peu caduque. L'auteur plaide vraiment pour une perspective résolument holiste. Mais le niveau d'introspection collective que ça exige, c'est vertigineux. Le texte souligne que pour déconstruire ce genrisme toxique, il faut remettre en question l'ordre établi, disséquer les rapports de domination. C'est un travail titanesque. Ce qui nous ramène à l'éternel casse-tête. Face à une réaction humaine basique, comment savoir ce qui relève de notre véritable nature biologique et ce qui n'est qu'une ligne de code social inculquée depuis l'enfance? Et le texte aborde ça frontalement. L'auteur rejette deux impasses intellectuelles. D'une part, l'essentialisme dogmatique, L'idée que la biologie dicte absolument tout. voilà, de manière immuable. Et d'autre part, l'existentialisme dogmatique. L'idée qu'on naîtrait tous comme des pages totalement blanches, uniquement modelées par la culture. Donc il cherche une voie médiane. Oui, une position ancrée dans une démarche scientifique et rationnelle. Et c'est justement cette recherche d'équilibre systémique qui l'amène à définir la position de son mouvement face à l'autre grande force de transformation sociale. Le féminisme. Exactement. Et sur ce point, le positionnement de la source prend à contre-pied la dynamique conflictuelle qu'on observe partout ailleurs. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Habituellement, sur les réseaux sociaux ou à la télé, masculinisme et féminisme sont systématiquement mis en scène comme des adversaires irréconciliables, genre un jeu à somme nulle où les gains de l'un sont forcément les pertes de l'autre. Alors que le texte affirme catégoriquement le contraire. C'est ça. Le masculinisme positif se déclare allié naturel du féminisme classique. Il vise l'égalité en droit, il lutte contre le sexisme et ce genrisme systémique. Mais attention, l'alliance proposée, c'est pas une assimilation aveugle non plus. Le texte maintient une nuance très importante. Laquelle? Il reconnaît que certaines différences comportementales peuvent avoir une source biologique, et que ces différences engendrent des effets culturels qui sont non seulement distincts, mais que l'auteur décrit comme souhaitables. Souhaitable. Donc on cherche pas à tout gommer. Pas du tout. L'idée, c'est pas de tendre vers une androgynie universelle, c'est de s'assurer que ces différences ne se traduisent plus en hiérarchie de domination. Il y a quand même une tension évidente dans cette argumentation qu'il faut soulever. Oui. D'un côté, on a cette alliance inclusive, cette vision holistique, mais de l'autre, le texte précise sans ambiguïté que ce mouvement est pensé pour les hommes, et préférablement par les hommes. Comment on concilie cette volonté d'harmonie globale avec une démarche exécutée presque en vase clos par un seul groupe? N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale là-dedans? En fait, la contradiction n'est qu'apparente, si on regarde la psychologie de l'autodétermination. C'est-à-dire, Le fait de spécifier que ça doit être fait par les hommes, ça répond à une mécanique hyper simple. Aucun groupe social n'intègre durablement une transformation identitaire si on la lui impose de l'extérieur. ah, je vois, si c'est dicté par d'autres, ça braque. Exactement. Si la redéfinition de la masculinité est perçue comme une liste de directives rédigées exclusivement par le mouvement féministe, par exemple, ça va générer de la résistance et du ressentiment. C'est logique. L'auteur pose un principe de responsabilisation. L'introspection profonde, le tri entre ce qui est toxique et ce qui est sain, ça doit être une démarche interne pour être authentique. C'est aux hommes de faire cet inventaire. Pas pour exclure les autres, mais pour que le changement tienne sur la durée. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette urgence de faire cet inventaire interne, c'est pas juste un exercice philosophique de salon. Selon la source, c'est carrément une question de survie psychologique face à une véritable crise de la masculinité. Le mot crise n'est pas lancé au hasard, hein. Non, l'auteur prend la peine de la définir. C'est une période de troubles profonds, une rupture drastique dans l'équilibre d'un groupe. Et le diagnostic historique posé par le texte pour expliquer cette rupture est particulièrement vaste. L'auteur remonte carrément au fondement de la modernité. Quels sont les éléments déclencheurs selon lui? Il identifie plusieurs séismes culturels. D'abord, le passage d'une organisation sociale théiste, justifiée par le divin, à un monde laïque. Ensuite, l'explosion du développement scientifique. Ouais, Puis la globalisation économique. Chacun de ces éléments a érodé les piliers traditionnels de l'autorité masculine. Mais le catalyseur ultime,
Celui qui a provoqué l'accélération la plus foudroyante ces 50 dernières années? C'est le féminisme de deuxième génération. Exactement. Et il faut préciser que le succès du féminisme dans l'émancipation des femmes a modifié toutes les règles d'interaction sociale. L'auteur dit même être fier de cet héritage du féminisme. Oui, il ne le rejette pas du tout. Mais l'impact collatéral sur l'identité masculine a été brutal. Pour imager ça, c'est comme si la carte géographique du monde avait été complètement redessinée en l'espace de quelques décennies. Ouais, de nouveaux continents sociaux, des frontières qui disparaissent. Et beaucoup d'hommes ont été laissés là pour naviguer sur ce nouvel océan avec une très vieille boussole. Une boussole qui pointe obstinément vers un nord magnétique qui n'existe plus. Le nord du rôle exclusif de pourvoyeur et de l'autorité incontestée. Exactement. Et la conséquence inévitable de cette boussole cassée, c'est que l'homme s'est perdu. Le texte note qu'il a dû entamer une redéfinition de lui-même, souvent dans la douleur, la confusion, et parfois vraiment à contre-cœur. C'est une excellente image, et si on relie cela à une perspective plus large, on a là la clé pour comprendre l'émergence des dynamiques les plus réactionnaires d'aujourd'hui. Comment ça? Le texte observe que face à l'obsolescence de leur boussole, certains mouvements masculinistes ont choisi le déni pur et simple. Au lieu d'accepter de forger un nouvel outil de navigation, ils adoptent la mentalité de la forteresse assiégée. Ils se retranchent dans le passé. C'est ça. Ils s'accrochent aux illusions de leurs privilèges passés. Mais l'auteur est formel. Ce repli sur des positions archaïques ne protège absolument pas les hommes. Ça empire les choses, non? Grave. Ça exacerbe dramatiquement leur crise identitaire en les isolant du reste de la société qui, elle, continue d'avancer. C'est une spirale d'isolement total. La solution de la Soulz, du coup, c'est une démarche parallèle et solidaire. À l'instar des femmes qui ont mené leur propre révolution, les hommes doivent activement concevoir cette masculinité moderne. Le but, c'est que la condition masculine s'améliore de manière synchrone avec celle des femmes. L'auteur pousse même la réflexion assez loin. Il appelle de ses vœux l'émergence d'un féminisme positif, qui aurait la même capacité d'introspection et le courage de dénoncer le sexisme quand il vise les hommes. Pour créer une véritable boucle de rétroaction constructive. Ce qui nous amène à la question centrale de l'application pratique. La fameuse question du concret. Ouais. Si la vieille boussole est brisée et que la forteresse assiégée est une impasse, quel est le profil exact de ce nouvel homme prôné par l'auteur? C'est périlleux de définir une nouvelle identité de toute pièce. Très périlleux. C'est pour ça que plutôt que de dresser une liste rigide de comportements, ce qui serait retombé dans un dogme, le texte choisit une méthode de définition par la négative. Il circonscrit cet homme nouveau en rejetant deux figures extrêmes. Le fameux credo du mouvement, ni rose ni macho. Décortiquons ça. Le premier repoussoir, c'est le macho. Le texte s'attarde méticuleusement sur la définition pour éviter toute ambiguïté d'ailleurs. Le machisme ici, c'est pas juste une attitude ponctuelle. Non, c'est décrit comme une idéologie structurée. Un héritage historique qui prône la suprématie incontestée du mâle. Le mot lourd de sens, c'est suprématie, une autorité qui n'accepte aucune remise en question. Le masculinisme positif se positionne en rupture totale avec ce modèle. Il répudie formellement ce principe de domination. Le rejet de la domination, c'est vraiment le pilier central. Mais attention, l'auteur barricade aussi l'autre extrémité du spectre, en rejetant simultanément ce qu'il nomme l'homme rose. Un terme qui est très connoté. Oui, le texte précise bien que ce terme renvoie à une caricature, une figure stigmatisée, souvent utilisée comme arme de moquerie par les machos pour effrayer les hommes qui voudraient évoluer. Donc en balayant ces deux extrêmes, le dominateur absolu et la caricature de l'homme émasculé, l'auteur trace sa voie du milieu. Voilà, et la conclusion sur ce point a le mérite de la simplicité. Les masculinistes positifs sont simplement des hommes masculins, modernes et progressistes. Sur le papier, c'est simple. Mais il faut admettre que, d'un point de vue pratique et quotidien, c'est incroyablement difficile à incarner. Ah bah c'est pas évident, hein. Définir une identité presque exclusivement parce qu'elle refuse d'être, ça laisse l'individu face à une page effrayante de blancheur. Refuser le dogme de la suprématie, ok, c'est un engagement philosophique clair. Mais le concret, très loin. C'est ça. Comment un homme traduit concrètement le fait d'être masculin, moderne et progressiste quand il négocie son salaire ou quand il gère un conflit émotionnel dans son couple. Ou l'éducation de ses enfants même. Complètement. Ce vide prescriptif peut être source d'une immense anxiété. On n'a plus de repères. L'absence de manuel d'instruction détaillé est assumée par l'auteur, cela dit. Il conclut son propos en reconnaissant humblement que ce concept nécessite encore énormément de recherche. C'est un travail en cours, quoi. Voilà. C'est pas un produit idéologique fini.
C'est une invitation formelle à ouvrir un chantier intellectuel. Le but, c'est pas de remplacer une prison de règles traditionnelles par une nouvelle prison de règles modernes. C'est de fixer un cap éthique. Exactement. L'amélioration conjointe et respectueuse des conditions de vie de tous les genres. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour quiconque suit ces évolutions sociales de près? En synthétisant cette source, on découvre une tentative ambitieuse de jeter un pont au-dessus d'un abîme de polarisation. C'est vrai que ça change des discours habituels. Ce texte fournit un vrai cadre théorique. Il tente d'articuler l'évolution incontournable des droits des femmes avec le besoin viscéral des hommes de trouver un ancrage sain, une utilité et un sens dans une société en mutation perpétuelle. Et cette approche holistique, qui refuse tant la domination héritée que l'autoflagellation, s'avère être un outil d'analyse puissant. C'est une grille de lecture qui offre une alternative salvatrice face au bruit assourdissant des guerres culturelles qu'on voit partout. Comprendre des concepts comme la mécanique du genrisme toxique ou l'importance de l'autodétermination masculine, ça permet d'aborder les débats médiatiques avec une bien meilleure acuité. Et ça offre surtout la possibilité d'analyser nos propres réflexes, d'identifier quelles réactions proviennent de notre humanité profonde et quelles autres sont juste dictées par cette fameuse syntaxe sociale obsolète. On évite de tomber dans les pièges grossiers tendus par les algorithmes de la colère. Exactement. Ça nous invite tous à vérifier si notre propre système de navigation n'a pas besoin d'un sérieux recalibrage. L'invitation à la nuance est tellement rare sur ce sujet qu'elle mérite d'être étudiée, même si on ne souscrit pas à l'entièreté de la thèse. Tout à fait. Et pour refermer cette analyse, il est indispensable de soulever une question vertigineuse que cette source provoque, presque malgré elle. La question structurelle? Ouais. L'auteur insiste lourdement sur la nécessité d'une approche holistique, en exigeant de questionner profondément l'ordre établi pour guérir ce genrisme toxique. C'est ambitieux. Une réflexion de taille à méditer, bien au-delà de cette analyse des textes. Exactement. C'est sur cette pensée qu'on va laisser les gens poursuivre leur propre réflexion.